10 ans après l'accord de Paris, et je suis heureuse de discuter avec vous de cet anniversaire, en fait la transformation elle est vraiment engagée, même si on entend beaucoup de propos parfois extrêmement fatalistes. Et en France, vraiment, beaucoup ont entendu le signal lancé en 2015. Les entreprises, les investisseurs, les régions, les villes et les territoires, et surtout des citoyens qui ont parié, on l'a vu lors de la Convention citoyenne pour le climat, parler sur un avenir plus propre, plus compétitif en même temps et plus durable, parce que c'est évidemment le sens de l'évolution de l'économie mondiale. On voit les premiers résultats, des gigafactories qui s'installent, des investissements dans l'hydrogène, la mobilité électrique, la rénovation des bâtiments, tout ça est en marche. Et ces avancées montrent que la transformation, elle peut renforcer notre compétitivité et notre souveraineté énergétique, à condition de maintenir l'effort. Et là-dessus, je voudrais m'expliquer un petit peu. Il y a beaucoup de voix qui disent aujourd'hui qu'il faut ralentir, il faut revenir en arrière. On ne devrait pas demander autant de choses aux entreprises et notamment leur plan de décarbonation. Et je sais que vous faites face à énormément de pression économique, géopolitique, sociale. Donc effectivement, dans ce contexte, il peut être tentant de considérer le climat comme un peu secondaire ou comme un sujet que l'on peut remettre à plus tard. Mais la vérité, elle est dérangeante, hein. C'est que retarder l'action ne nous protège pas du tout. Elle ne nous protège pas du point de vue de la sécurité énergétique, par exemple. Au fond, c'est quand même la vérité, on est très dépendant des marchés des énergies fossiles importées et donc des secousses géopolitiques qui malheureusement marquent ces marchés dans la mesure où on n'a pas, nous, de ressources fossiles nationales ou locales en Europe. On a par ailleurs un monde du numérique et de l'intelligence artificielle, des data centers, qui demandent une énergie considérable, plus sûre, abondante, et il faut espérer qu'elle soit propre, et que quand même tout le secteur devienne plus efficace. Donc on a un besoin d'énergie, ça c'est vrai, notamment à cause de cette évolution de l'intelligence artificielle, de l'économie numérique, et on a besoin de sources d'énergie qui ne nous fassent pas basculer dans un autre sens. J'ai entendu il y a quelques heures la maire de Phoenix en Arizona disant les data centers qui se sont installés, ils m'ont fait déraper ma courbe de réduction des émissions puisque le Phoenix s'était engagé à respecter les accords de Paris. Donc on a un sujet nouveau, très important parce que c'est la révolution technologique que nous vivons et qui doit répondre aussi aux défis énergétiques et pas seulement énergétiques, vous le savez, il faut aussi beaucoup d'eau. Donc il nous faut beaucoup d'énergie, une énergie propre, abondante, localisée et aussi des ressources en eau puisqu'il faut refroidir ces data centers. Donc on voit bien qu'il y a une révolution technique et technologique qu'il faut conduire et l'électrification peut garantir cette sécurité, notamment en France où on dispose évidemment d'énergie nucléaire, mais on consomme encore, comme vous le savez, énormément d'énergie fossile. 60% de notre énergie est d'origine fossile aujourd'hui en France. Mais cette transformation, elle n'est pas française, elle n'est même pas européenne, elle est mondiale. Alors on l'a vu évidemment avec l'évolution, les décisions qui ont été prises en Chine il y a 10 ans maintenant, pour accélérer cette transition et contrôler d'ailleurs une grande partie de la chaîne de valeur de cette transition verte. Mais c'est pas parce qu'on est en retard qu'on peut penser qu'on peut tourner le dos. Et c'est ça peut-être la notion importante. Oui, sur certains secteurs, l'Europe est en retard par rapport aux technologies chinoises disponibles. Mais non, on ne peut pas tourner le dos parce que c'est ça qui va s'imposer. Et plutôt que de se concentrer d'une part sur les secteurs où nous avons encore des capacités d'innovation considérables, et on en a, et en même temps de travailler avec d'autres qui peuvent nous apporter par leurs droits de propriété intellectuelle, leur coopération technologique, leurs investissements, les moyens de rester dans la course, que ce soit pour les batteries, pour les véhicules électriques ou pour d'autres domaines. Et donc il faut un peu changer notre manière de voir notre insertion dans cette compétition internationale. Et franchement, et évidemment, je regrette de ne pas être avec vous parce que ça me passionnerait de discuter comment vous voyez ça. Est-ce que justement ces délais, ça changerait quelque chose? Encore une fois, il faut comprendre les pressions qui pèsent sur les uns et les autres. Mais quel est le plan? Au fond, j'aimerais beaucoup, avec beaucoup d'entre vous, discuter du plan. Sachant que ma conviction profonde, c'est que de toute façon, la direction du voyage, elle est déjà tracée. Ça va arriver. C'est bien quand même parce qu'on regarde que depuis 10 ans, les émissions mondiales, elles croissent maintenant beaucoup plus doucement. J'espère qu'on est au pic très bientôt.
J'espère qu'on va avoir une réduction des émissions après très bientôt. Ça ne sera pas suffisant. Mais quand même, le trend, il est là. Et donc, la France a vraiment des atouts et des talents pour rester à l'avant-garde. Vraiment beaucoup, dans beaucoup de domaines. Mais il faut qu'on garde le cap, sans nostalgie, sans faux délai. Encore une fois, sans faux débat. Parce que vous avez tous besoin de signaux économiques clairs, durables, stables. Sinon, vous ne pouvez pas programmer votre évolution. Et je pense qu'au fond, il faut que ces signaux soient cohérents avec l'anticipation qu'on a de ce qui va se passer aujourd'hui et de ce qui va se passer demain dans l'économie mondiale. Donc l'esprit de Paris, c'est la constance, c'est le courage, c'est la confiance, c'est aussi la capacité d'investir dans l'avenir et de l'inventer, mais c'est aussi l'apprentissage. Parce qu'on apprend les uns des autres, et je vois aujourd'hui, je suis à Rio, c'est pour cela que je ne peux pas être avec vous, je vais à Belém demain, et je vois à quel point les choses bougent dans énormément de pays et de secteurs. Pas seulement dans les pays développés, pas seulement en Europe, pas seulement aux États-Unis, ça bouge au Brésil, ça bouge en Afrique du Sud, ça bouge partout, et c'est devenu maintenant un mouvement mondial, alors autant rester dedans. Merci à vous.